4. Les élections générales en Iran sont, dit-on, verrouillées, jouées d'avance, cadenassées par le pouvoir en place et surtout par le guide suprême Ali Khamenei. Pourquoi donc en parler ? Parce que l'Iran est plus que jamais un acteur majeur au Proche-Orient et parce qu'aussi sa jeunesse en 2009 n'a pas hésité à braver la répression pour crier haut et fort que l'élection de Mahmoud Ahmadinejad avait été truquée. Parce que la théocratie iranienne est au seuil du nucléaire militaire, tandis que sa population subit de plein fouet les effets des sanctions internationales. Une élection en Iran n'est jamais anodine, tant elle est le théâtre de rivalité au sein d'un pouvoir qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, est loin d'être monolithique. Entrons donc dans le vif du sujet avec nos invités que je vous présente. À ma droite, M. Ramin Parham, qui est écrivain franco-iranien, membre et cofondateur de l'UDI, Union pour la démocratie en Iran. À ma gauche, M. Feyredoun Khavand, enseignant-chercheur à l'Université de Paris 5 René Descartes, spécialiste des relations internationales et des questions économiques en Iran. À ma droite à nouveau, M. Bernard Ourcade, chercheur au CNRS, auteur de Géopolitique de l'Iran aux éditions Armand Collin en 2010. Et puis enfin, à ma gauche, M. Clément Terme, qui est membre associé du Centre d'analyse et d'intervention sociologique de l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà pour les présentations. Messieurs, la question qui m'a semblé la plus évidente en premier lieu, c'est celle qui concerne effectivement le rôle et l'étendue des pouvoirs du guide suprême, Ali Khamenei, tant il paraît tenir absolument toutes les ficelles en main. Monsieur Ourcade, est-ce que vous voulez répondre à ça? C'est peut-être une question d'une banalité affligeante, mais je crois qu'il faut la poser. Oui, banalité affligeante, parce qu'effectivement, la constitution iranienne met le guide de la République islamique, le guide suprême, au-dessus de tout. C'est lui qui signe tous les textes, qui les confirme, qui est donc le chef des armées. Il est le chef de l'État, le véritable chef de l'État. C'est le véritable roi, si vous voulez, le pouvoir absolu. Ça, c'est une chose, c'est un fait. Et il a personnellement une réelle autorité. Il a autour de lui un bureau complexe qui a une réelle autorité sur toutes les tendances de la République islamique qui, après 35 ans, sont assez nombreuses. Mais il faut dire une deuxième chose aussi, c'est qu'autour de lui, il y a des rapports de force. Et que tout dictateur qui existe, et ce n'est pas une dictature banale, ce n'est pas du stalinisme, ce n'est pas la Corée du Nord exactement, l'Iran, malgré l'autoritarisme, il y a autour du guide des rapports de force qui font que les choses peuvent bouger. Et elles peuvent bouger de façon contrôlée. Et tout l'enjeu était justement dans ces élections, pour le guide qui ne veut pas que les événements de 2009 se reproduisent, il veut avoir une république exemplaire, des belles élections, pour que le futur président soit respectable à l'extérieur. C'est très important cette image, c'est donc une pression qui est sur lui, il ne peut pas faire n'importe quoi. Mais pour qu'il choisisse donc des candidats qui sont tous fidèles à sa politique, globalement, mais il accepte évidemment, à l'intérieur de cette limitation, des différences de personnalité et de stratégies différentes. Et aujourd'hui, on voit éclater effectivement ces différences. Alors, Monsieur Khavand, pour que ce président, comme vous disiez, soit finalement légitimé par le suffrage, ça veut dire qu'il faut que la participation à l'élection soit massive. Il faut que la participation aux élections soit massive et surtout, il faut que ces élections soient légitimes aux yeux de la population. C'était le cas durant une certaine période, notamment à l'époque de Khomeini. On ne peut pas parler d'une véritable légitimité dans la mesure où tout le monde ne pouvait pas participer aux élections. Si vous voulez, la République islamique ou le régime de la République islamique établit très officiellement une distinction entre deux parties de la population, ceux qui sont les nôtres et puis les autres, Khodi et Na-Khodi. Et ça, c'est tout à fait officiel. C'est un peu comme le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Il y avait les Noirs et le Blanc. Pour les Blancs, il y avait une certaine démocratie. C'est vrai. Mais les Noirs ne pouvaient pas y participer. Au sein de la République islamique, également, on peut dire qu'une partie de la population n'osait même pas se présenter donc, on avait le droit de vote. Ceux qui restaient au pays pouvaient voter. Mais c'était tout. Par conséquent, on peut dire que même l'élection, en quelque sorte, de M. Khatami n'était pas une vraie élection. Mais au sein du régime même... C'était un accident ? C'était un accident. Disons que le guide n'avait pas pu, à cette époque-là, maîtriser bien la situation. Ça lui a échappé. Cela étant dit, Khatami appartenait aussi au camp de la République islamique. Par conséquent, mais cela étant dit, on peut dire que depuis le début, depuis la naissance de la République islamique, il y avait toujours
une certaine tension entre la plupart des présidents et puis le guide suprême. Le président, donc, prend son pouvoir du peuple, alors que le guide, donc... Et d'essence divine. Voilà. Et par conséquent, sauf peut-être avec Khamenei, à l'époque où Khamenei était président de la République. Sinon, dès le départ, M. Bani Sadr a été rejeté, le premier président de la République islamique, et puis les autres, même entre Ahmadinejad et le guide suprême, les choses n'ont pas évolué d'une manière positive. Donc, il y a cette contradiction au sein du régime. Clément Terme, est-ce que cette offre politique au cours de cette élection, est-ce qu'elle est conforme à ce à quoi on pouvait s'attendre, ou bien est-ce que la présence de Hassan Rouhani, est une surprise ou une demi-surprise? Je dirais oui, l'ensemble des forces islamistes qui sont traditionnellement représentées dans les élections présidentielles en Iran sont cette fois-ci encore représentées. Mais la différence, c'est que l'ayatollah Rafsanjani a été disqualifié, donc la figure de proue, si vous voulez, du camp des réformistes n'est pas présente, et cela limite finalement la capacité d'entraînement de ce camp. Parce que ce que craint le guide suprême, c'est finalement la connexion entre un certain mécontentement au sein de la population et un leader politique qui pourrait être le prochain président. Ce qui s'est passé en 2009 et ce que disait M. Ourkad auparavant. Par contre, ce qui est important dans la présence d'un nouveau président à la tête de l'Iran, c'est sa personnalité qui déterminera aussi sa relation avec le guide et sa capacité d'influence. On disait par exemple de Ratami que c'était un président faible, alors que Rafsanjani était un président fort à l'époque où il était président, et il avait un poids dans sa relation avec le guide suprême. Donc il y a une dimension personnelle. Le prochain président, dans quelle mesure pourra-t-il affirmer son pouvoir face au guide? Cela dépendra si c'est M. Ralibaf, si c'est M. Rouhani ou si c'est M. Jalili qui est plutôt terne, plutôt soumis au guide. Donc ça, c'est un élément important. Après, il y a un autre élément, c'est que le président représente le régime à l'étranger, et il est la face visible, puisque le guide ne voyage pas à l'étranger. Donc cette image revêt une importance significative dans les relations avec l'Occident notamment. Et ce n'est pas la même chose que d'avoir Ahmadinejad président et Rouhani président, puisqu'Ahmadinejad représente ici le mal absolu. Certains l'ont même qualifié contre toute... je dirais, logique, comme un Hitler iranien, alors qu'il n'est qu'un Premier ministre, finalement, si on prend le système français. Donc il y a eu beaucoup de caricatures aussi qui ont été faites sur la fonction présidentielle en Iran. Mais ce qui est vrai, c'est que Ahmadinejad a, en quelque sorte, décrédibilisé la fonction présidentielle par ses diatribes, par sa personnalité également. Donc la personnalité compte. Est-ce que, Ramin Parham, est-ce qu'on peut faire un éventail bref, justement, des candidats qui sont en lice? Parce que ce que vous nous montrez, vous nous dites à travers vos interventions, c'est qu'il y a précisément des tendances, des mouvances, y compris au sein de ce que l'on pourrait considérer comme l'islamisme favorable au guide suprême. Est-ce qu'on peut faire un petit passage en revue de ces personnalités-là? Oui, on peut dire qu'il y a toutes ces complexités-là. Tous les intervenants ici ont mis le doigt sur un certain nombre de complexités propres à ce système qui le distinguerait de la Corée du Nord et d'autres pays. Le système reste dans sa substantifique moelle un système totalitaire, dans sa constitution, dans sa conception de base, dans l'idée de base qu'apporte Khomeini était l'idée d'un État islamique. Et le traité de Khomeini là-dessus est parfaitement clair. Il s'agit d'un système parfaitement totalitaire où une aristocratie cléricale bénéficie d'un certain nombre de droits et de privilèges extrêmement étendus d'ailleurs, durant l'occultation, selon l'article 5 de la Constitution, l'occultation, c'est-à-dire l'absence du Messie chiite, le pays est placé, le membre caché, donc le Messie chiite, le pays est placé sous la régence tutélaire du guide suprême. Mais dans la panoplie actuelle des candidats en lice, d'abord il faut noter, je pense que tous ont été à un moment donné ou actuellement nommés directement par le guide suprême. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir. Par exemple, on parle de M. Rouhani. Rouhani a été pendant 16 ans le représentant du guide à la tête du Conseil national de sécurité. Alibaf a été nommé par le guide suprême à la tête de la police nationale. Velayati est un allié de longue date, est un conseiller du guide suprême. Mohsen El-Rezaï a été nommé secrétaire du Conseil de discernement. Et donc,
Ils ont tous été nommés par le guide suprême. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternance possible au sens où on l'entend là, c'est-à-dire, si je peux me permettre, oui. C'est vrai ce que dit Clément Terme, la personnalité compte. Bernard aussi a mis le doigt là-dessus. La personnalité, je pense aussi que quelqu'un comme Kalibaf n'est pas comparable du tout à quelqu'un comme Khatami. Khatami, c'était une ombre. Il n'a strictement rien fait pendant les 8 années où il était au pouvoir. Alors, je vois M. Ourcade qui donne ligne de la tête. Oui. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Non, je veux dire que la Constitution est théocratique, tout ça, on le sait. So what? Maintenant qu'il y a ça sur le marché, il y a 6 personnalités qui sont là. Ça fait 35 ans que ça dure. Bon, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a les sanctions économiques, il y a le nucléaire, il y a la crise en Syrie, il y a une situation économique en Iran, il y a le désespoir, il y a ce qui s'est passé en 2009. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'il y a sur la table? Alors, on peut regretter qu'un tel et un tel aient été proches du guide et pas proches du guide. Bon, il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut voir comme mouvement? En politique, il ne s'agit pas de pleurer toute la journée en disant « c'est une dictature, on pleure, on manifeste un petit peu, on va en prison et après ». Bon. Aujourd'hui, il y a une opportunité en Iran de voter, de faire quelque chose. Et on voit actuellement, il y a un mouvement des gens qui étaient contre le système, qui en avaient assez, et qui disent aujourd'hui, la République islamique, elle est là. L'effondrement du régime, le remplacement de la République islamique, ce n'est pas à l'ordre du jour. On le souhaiterait peut-être, mais ce n'est pas possible. En 2009, on l'a voulu, on a été écrasé parce que le rapport de force n'est pas favorable. Et même politiquement, c'est pas mûr. Aujourd'hui, le vainqueur, c'est la République islamique d'Iran qui montre qu'elle est normale dans sa politique. Et donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Et beaucoup de gens maintenant, et j'ai eu plusieurs emails d'amis en Iran qui m'ont dit « je voulais ne pas voter, mais maintenant j'y vais et j'essaie de convaincre tout le monde d'y aller parce que, vu la situation qui se passe, vu la Syrie et la guerre qu'il y a en Syrie, les Syriens sont révoltés et c'est bloqué. Tout ce qui peut se passer, si on avait quelqu'un de pas trop mauvais, si faute de manger des merles, des grives, on avait des merles, eh bien, ce serait pas si mal. Et ce serait Rouhani dans ce cas-là? Oui, ou bien Ralibaf, ou bien Velayati, quelqu'un d'assez modéré qui, à l'étranger, pourrait effectivement changer un peu l'image diabolique de l'Iran et permettre, dans le contexte iranien que l'on connaît très bien, sans se faire d'illusions sur... Ils ne vont pas aller embrasser Obama d'un matin. Mais dans ce contexte très difficile, de donner un petit peu d'oxygène aux Iraniens qui en ont bien besoin. Et c'est ça qu'il faut essayer de voir peut-être. Là, on est d'accord, effectivement. Oui, dans quelle mesure peut-il y avoir, justement, quel que soit finalement le candidat élu, une refonte de l'image de l'Iran au niveau international? Vous parliez des personnalités, mais concrètement, qu'est-ce qui peut être fait par le nouveau président iranien pour éventuellement changer cette image? Oui, alors c'est justement sur ce point que j'ai un peu de divergence avec ce qu'a dit Ramin Barham lorsqu'il a dit que Khatami n'a rien fait. Je pense que Khatami a quand même apporté beaucoup à la société iranienne, et en particulier sur le plan international, dans le domaine diplomatique. Khatami a complètement modifié les donnes, et sous Khatami, l'Iran a pu un peu, relativement par rapport au passé, échapper aux contraintes, aux relations extrêmement tendues, aux tensions qui existaient entre l'Iran et les puissances occidentales. Je voudrais ajouter une chose. Si vous voulez, à l'heure actuelle, on peut dire d'une manière générale, le régime de la République islamique est en crise. Il est profondément en crise. Les mollahs le savent, même Ayatollah Khamenei le sait parfaitement. La population de cette crise, parce que nous ne les percevons qu'à travers notre prisme occidental. Alors, il y a la crise économique. Il y a la crise morale. Il y a la corruption qui fait rage. Il y a les différentes crises entre l'Iran et le monde occidental, et pas seulement le monde occidental. L'Iran a des relations extrêmement tendues avec ses voisins musulmans, avec l'Arabie saoudite, avec la Turquie, avec pratiquement tout le monde. Alors, dans ces conditions, si vous voulez, pour la population, je pose exactement la même question que Bernard Ourcade. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On sait que l'on ne veut pas de la violence et de la guerre civile. La Syrie est là, et donc la population iranienne ne peut pas aller dans ce sens. On ne veut pas de l'intervention internationale. Une intervention israélienne, américaine et autres serait une catastrophe pour l'Iran, mais aussi pour le Moyen-Orient et pour la sécurité dans le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je dirais, on opte, et on a toujours opté pour ce que j'appelle la stratégie de la brèche. La population regarde pour voir où se trouve la brèche, une différence entre le guide et une autre personnalité, et on s'y engouffre. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors les gens
effectivement, Khatami n'est plus là comme donc candidat. Rafsanjani a été disqualifié. Reste M. Rouhani, qui est soutenu par le camp, disons, réformateur à l'heure actuelle. Par conséquent, je pense qu'une partie de la population s'oriente vers M. Rouhani en espérant qu'il pourrait éventuellement modifier le cours des choses. Alors c'est ça justement. Est-ce que si on s'engouffre dans cette brèche, pour reprendre votre image, est-ce qu'il n'y a pas une forme de lassitude de la part des Iraniens qui se sont peut-être même au cours, enfin même sûrement au cours d'autres élections, engouffrés dans cette brèche et en vain? Donc justement, je reviens sur la question de la participation qui me paraît capitale. Est-ce qu'on peut avoir un pronostic de cette participation compte tenu de ce que vous venez de dire les uns et les autres? Le problème avec la statistique de la participation, c'est qu'elle peut être un peu manipulée. Et puis il y a aussi le contrôle social qui existe dans les campagnes. Donc le chiffre officiel qui sera affiché n'est pas forcément le chiffre réel. Mais en tout cas, le guide a tout fait pour que la participation soit au maximum, avec le couplage avec les élections locales et surtout le fait que Rouhani est présent et que beaucoup d'Iraniens auront envie de s'engouffrer dans la brèche, comme l'a dit Feridun Ravand. Donc Rouhani a une capacité à mobiliser, si vous voulez, des groupes sociaux comme les étudiants qui sont assez mécontents vis-à-vis du régime islamique. Et d'ailleurs, le guide a dit, hier pour la première fois, il a dit « Je comprends que beaucoup d'Iraniens sont contre le régime islamique, mais pensez à votre pays ». Oui. Parce que la question maintenant, pour l'Iran, c'est de ne pas sombrer dans la guerre civile. Il y a des effets déstabilisateurs des sanctions. Il y a beaucoup de problèmes économiques, la situation est grave. Donc le défi du prochain président, c'est d'abord, à mon sens, la levée graduelle des sanctions. Et ça a été bien souligné par Velayati et Rouhani dans le débat. Ils ont dit, moi, je n'aurai pas une posture jusqu'au boutiste comme Jalili, par exemple, là, et je négocierai effectivement. Le défi, c'est de défendre la cause nationale nucléaire, ce qu'ils appellent la cause nationale nucléaire, tout en préservant les intérêts économiques du pays. Donc Rouhani a résumé dans une formule en disant c'est bien que les centrifugeuses tournent, mais c'est bien que les usines tournent aussi. Donc ce qu'on peut attendre, c'est une réorientation des priorités vers l'économique. Donc c'est ce qui s'était passé d'ailleurs dans la première présidence Khatami avec un rapprochement avec l'Europe. Je rappelle qu'à l'époque, le premier partenaire commercial de l'Iran était l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est la Chine. Donc il y a quand même une évolution globale vers la Chine dans tous les pays, c'est exact. Mais le degré d'évolution de l'Iran vers la sphère chinoise est remarquable et s'explique que par les sanctions unilatérales occidentales. Donc l'embargo pétrolier européen a certes affecté l'économie iranienne, mais pousse aussi l'Iran dans la sphère russo-chinoise, qui sont des pays non occidentaux, des grandes puissances internationales qui s'intéressent peu aux questions de démocratie ou de droits de l'homme. Oui, l'ouverture internationale, ce n'est pas l'enjeu essentiel dans aucune élection, dire en France, aux États-Unis ou en Iran. Les questions économiques et intérieures dominent bien évidemment, ça c'est bien clair. Mais en Iran, l'économie interne est liée à la question internationale. Donc ça n'a pas été abordé clairement. Cela dit, M. Jalili, par exemple, disait « Je suis contre la levée des sanctions parce que les sanctions nous obligent à nous replier sur nous-mêmes, à avoir une industrie nationale iranienne autarcique et forte, etc., qui nous permettra ensuite d'être en position de force. » Naïf. Et il dit, le premier, j'irai en Syrie dès que je serai élu. Bon, c'est très différent d'autres qui disent, il faut peut-être négocier. Alors, on va voir ça justement dans la seconde partie de ce débat. Ne partez pas, restez là. C'est tout de suite après, allez, 1 minute.